Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce que je vous embarque aujourd'hui? Réponse en images. Et c'est parti pour l'Ille-et-Vilaine et croyez-moi, je vous réserve un épisode sur mesure. À tout de suite. Hop là. Bonjour Étienne. C'est mon moment préféré, je crois, celui-là. Bienvenue. Merci. On est en Ille-et-Vilaine, donc à la Compagnie des Ateliers, parce que toi, tu es le dirigeant de cette merveilleuse Compagnie des Ateliers. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acteur historique de l'aménagement sur mesure? Oui, dans l'Ouest en tout cas. Ouais. Donc en effet, la Compagnie des Ateliers a 25 ans. Voilà, on a fêté ça Comme moi. en début d'année. Voilà, la prime jeunesse et en même temps de l'expérience. La Compagnie des Ateliers est née à Vannes à l'origine. Et c'est étendu ensuite progressivement surtout sur la région ouest, okay. Et puis sur la région parisienne. Et puis on développe petit à petit. Il y a aujourd'hui 10 showrooms, okay. 2 qui sont en gestation, Lyon et Saint-Malo. Lyon, ça va représenter une nouvelle région pour nous. Pour revenir un peu aux fondamentaux, vous proposez donc de l'agencement sur mesure principalement à des particuliers, oui. En B2C. Oui. C'est 100% de vos clients? Non, on peut s'adresser aussi à des professionnels, à des entreprises, du moment que c'est sur des projets sur mesure. Ça peut être des comptoirs d'accueil ou des aménagements de, je sais pas, cabinet d'avocats par exemple. D'accord. Et quand ce sont des particuliers, c'est des aménagements d'intérieur, je sais pas, une soupente, une bibliothèque qu'on a envie de faire. Voilà. Enfin, donc ça peut être. Alors on fait beaucoup de bibliothèques sur mesure. Voilà, donc. Je suis pas très originale dans mes idées. Ouais. Non, mais c'est en même temps. Enfin, c'est je pense des beaux aménagements qui structurent bien l'espace et dans lesquels on peut retrouver différents usages. Pour ce qui est des bibliothèques sur mesure, on peut cacher ce qu'on a envie de cacher, mettre en exergue les beaux objets, etc. Et puis il y a des choses qui sont plus pratiques, comme des placards ou des dressings, des placards de toilette aussi, enfin okay. Des choses assez simples. Ouais. Et aussi, donc, tu citais donc, des sous-pentes ou des sous-escaliers, donc des espaces atypiques qui ne seraient pas utilisés okay. En termes de volume. Et vous arrivez à leur donner une autre destination? Une destination, ouais. Donc à optimiser l'espace et puis aussi à rendre ça joli éventuellement. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Les clients qui viennent vous voir, parce que c'est vrai que c'est la particularité du sur-mesure, c'est que tu choisis ce que tu veux, mais à la fois c'est quand même beaucoup plus cher. Oui, c'est plus cher que un meuble fabriqué en série. Oui, bien sûr. Mais vous arrivez quand même à être assez compétitif, non, sur vos gammes de prix ou c'est vraiment du haut de gamme? En fait, ça dépend à quoi on se compare. Si on se compare à des confrères, oui, on est compétitif. Après, si on se compare à un meuble acheté dans le commerce, oui, on est forcément un peu plus cher. Ouais. Après, si on compare ça au mètre carré économisé et au prix du mètre carré, on peut se dire qu'on est compétitif. Pas mal. Vous maîtrisez toutes les étapes de la fabrication jusqu'à la finition ou alors vous sous-traitez à d'autres entreprises? Très bonne question, puisque en fait, jusqu'à il y a 4 ans, on sous-traitait donc tout ce qui est fabrication. Alors peut-être que je peux t'expliquer en amont les différentes étapes de notre chaîne de valeur. La première étape, c'est déjà de comprendre ce que veut notre client et puis de lui montrer ce qu'on est capable de faire. Et ça se fait en showroom. Okay. Donc ce sont des architectes d'intérieur qui font ce travail-là et qui vont donc concevoir et puis mettre un prix sur une proposition d'aménagement sur mesure. En fonction des idées des clients. Oui, en fonction du cahier des charges et de son budget. Une fois que le client est convaincu, donc il signe un bon de commande et puis donc là on va lancer la fabrication. Alors évidemment on va aller prendre des cotes hyper précises chez lui, vérifier tous les aplombs, etc. C'est nécessaire même. Et puis ensuite donc on va transmettre cette commande très précise donc à notre usine. Et donc là l'usine, on a des panneaux, plein de panneaux de toutes les couleurs possibles dans ce qu'on propose. Et puis on a donc des grandes scies industrielles, des machines industrielles qui permettent donc de préparer le kit. Qui va être ensuite posé par nos menuisiers chez les clients. Donc chaque commande est vraiment produite sur mesure pour chaque client. Et tout est fait forcément dans vos ateliers en France, du coup il n'y a pas ailleurs C'est du Made in France et du Made in West. Waouh. La Bretagne, c'est ouais. Tu me parlais de grandes plaques dans l'entreprise, ça veut dire que ce sont des matériaux que vous avez vous-même, où est-ce que vous allez les produire ou les chercher? Alors, en effet, c'est vrai que les panneaux en tant que tels, c'est plutôt qu'une industrie qui est
qui est très structuré. Enfin, pour produire ces panneaux, c'est des gros capitaux. Et donc, ce sont des panneaux de confection européenne. Enfin, les gros acteurs sont en Allemagne, en Autriche. Oui, donc ça reste quand même dans un périmètre assez raisonnable. Ouais, okay. Est-ce que malgré la période où tout se passe vraiment beaucoup sur le digital, etc., le fait d'avoir des showrooms, les gens viennent vraiment voir, sont contents de toucher, d'ouvrir les placards, de dire ah, ça c'est hyper bien pensé. Tu sens que ça c'est encore... Je pense que c'est fondamental. Bon, plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un acte d'achat qui est engageant. Hein, c'est un aménagement sur mesure, c'est plusieurs milliers d'euros. On prend le temps d'y réfléchir, on a besoin d'être rassuré. Le fait d'avoir pignon sur rue, de montrer ce qu'on est capable de faire, que l'équipe accueille, de montrer qui on est, tout ça, ça participe, je pense, à la réassurance et aussi à l'inspiration, l'enchantement. On est des artisans. Voilà. Et donc l'artisanat, c'est très concret. Oui. Voilà, c'est tout sauf digital. Enfin, le digital aide dans l'expérience, aide à se faire connaître, aide à fluidifier. Donc on le fait, on s'appuie là-dessus. Mais après, c'est des histoires d'hommes, de femmes, et après de concret, quoi, de panneaux qu'on découpe et qu'on pose. Quoi. Voilà. Toi, tu es la deuxième génération, on va dire. C'était inscrit en toi que tu allais... reprendre la suite de ton papa ou ça s'est fait un peu... Ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. Bon, déjà, c'est une société qui a été montée par quelqu'un d'autre qui n'est pas dans notre famille. Et donc, c'est une société que mon père a reprise il y a un peu plus de 15 ans. Okay. Et donc, moi, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, de création d'entreprise et de développement d'entreprise. Mais il y a eu un moment de ma vie professionnelle où j'étais disponible. et attendu par mon père en tout cas, donc j'ai eu cette chance-là. Et donc en fait je l'ai rejoint déjà pour venir découvrir ce que c'était que cette société d'artisanat, un métier que je connaissais pas. Et puis on s'est laissé un petit peu de temps ensemble, mais en fait au bout d'1 an et demi, on s'est confirmé qu'on était tous les deux OK pour s'inscrire dans ce projet de transmission. Maintenant, ça fait 7 ans et ça s'est fait progressivement. Il est toujours là. Il est toujours là, Fidèle au poste. Bah, non, mais c'est bien, avec une inversion, je pense, de leadership qui s'est opérée là, cette dernière année. Mais je suis très heureux qu'on chemine ensemble. Il est encore assez jeune, hein, il a pas encore 70 ans. Voilà, et donc je pense que c'est bon pour les entreprises d'avoir aussi l'expérience, d'avoir l'ancienneté à côté. Maintenant, il faut être clair sur quel périmètre, qui s'occupe de quoi. Voilà. Mais je pense qu'on l'a bien clarifié. C'est important. Mais c'est chouette aussi, je pense, d'avoir 2 générations qui marchent ensemble parce que lui a effectivement l'expertise et toi, tu apportes la tienne. Vous arrivez quand même à innover dans ce genre de métier ? Oui, je pense, mais on ne le fait pas seul, hein, c'est toute l'équipe. Non, c'est nécessaire d'innover. En ce moment, on est beaucoup sur l'innovation, sur ce qui ne se voit pas. C'est plutôt sur nos process, notre organisation, pour faire en sorte de pouvoir une proposition de valeur un peu plus compétitive, sur notamment ce qui est le plus simple, de rationaliser toujours mieux notre fabrication pour être en mesure de proposer des tarifs plus accessibles et de démocratiser l'accès aux sur-mesure autant que possible. C'est vrai que souvent, on se dit sur-mesure, tu peux te dire « Oula, c'est pas pour moi, c'est trop cher, etc. » Donc c'est important effectivement de peut-être prouver un peu plus que ça reste accessible et que c'est à peu près adapté à une certaine catégorie de personnes. Ça restera toujours plus coûteux qu'un meuble. Un meuble sur mesure est forcément beaucoup plus coûteux qu'un meuble fabriqué à 1000 ou 10 000 exemplaires, forcément. C'est pas la même proposition de valeur non plus. Hein, j'insiste beaucoup sur l'économie d'espace et de volume que le sur-mesure permet. Donc, un exemple que je prends souvent, c'est un meuble sur mesure, chez nous, vaut le prix d'1 mètre carré, en général, dans les zones dans lesquelles on se trouve. Okay. Et on fait clairement économiser plus d'1 mètre carré. Ah, c'est ça. Ça, faut le dire plus fort. Voilà. Et on le retrouve éventuellement à la vente, parce que souvent, de la maison ou de l'appart. Tu pars pas avec ton meuble en vendant ton appart. Non, c'est un élément structurel. Et à ce titre, on est soumis on peut défendre une TVA à 10%. Une TVA d'artisan, parce que ce sont des meubles structurés qui sont intégrés dans le bâti. D'accord. Et pour parler un peu chiffres, combien de collaborateurs maintenant, la compagnie des ateliers ? La compagnie des ateliers plus notre usine, on est plus que 150. Ok. Et pour un chiffre d'affaires au cumul d'à peu près de pas loin de 20 millions. Ok, très bien. Et donc là, tu parlais de 2 showrooms en gestation. Les perspectives de développement, ça serait d'autres encore showrooms ou c'est partir sur des axes de développement différents ? Les showrooms. Les showrooms, focus showroom. Dans toute la France. Les showrooms, dans toute la France. Enfin, on va se concentrer sur les régions sur lesquelles on est déjà présent. Donc la région ouest, au sens large, et puis la région parisienne.
où on a déjà 3 showrooms. Et puis donc on a créé un avant-poste à Bordeaux depuis maintenant plus de 2 ans. Un showroom qui s'est bien implanté et autour duquel on aimerait faire très bientôt un deuxième showroom. Et puis autour de ça, d'aller en Aquitaine, voilà, Biarritz, Pays Basque, ça nous chatouille. Et puis donc Lyon, qui va être une 4e zone, donc dans laquelle on arrive fin septembre. Ah oui, donc là, vous rentrez vraiment dans une nouvelle ère aussi, parce que c'est pas du tout une zone dans laquelle vous vous situez avant. C'est un peu un pari ou... C'est un pari. Alors sur le marché, non, c'est pas un pari parce que Lyon est une ville dynamique avec, je pense, pas mal de clients potentiels pour nous. Après, c'est un pari à l'échelle d'une PME comme la nôtre. C'est un pari humain de se déporter, de créer une équipe à distance, oui, c'est ça, de la former. Tu crées une équipe. Oui. Tu t'envoies pas des gars d'ici pour aller là-bas. Sauf s'il y en a qui disent « moi je veux bien aller à Lyon ». Non, alors il y a un des directeurs de région qui va aider à accompagner ce développement-là, mais les personnes qu'on recrute, ce sont des personnes, sont des architectes d'intérieur lyonnaises, parce que c'est des femmes. Et là, il y a un menuisier qu'on est sur le point de recruter, qui est lyonnais, évidemment. Les 150 collaborateurs que vous avez sont là depuis le début, ou tu sens que c'est des équipes qui grossissent et qui sont contents d'être implantées ici? C'est quoi l'ambiance? Écoute, oui, il y a on est fiers d'observer que nos collaborateurs ont une belle longévité à nos côtés. C'est important pour nous pour plusieurs raisons. Déjà parce que on est donc, comme je te le disais, dans des métiers d'artisanat, des métiers aussi variés. C'est-à-dire qu'un métier d'architecte d'intérieur, c'est pas la même chose qu'un technicien qui va mettre en fabrication. C'est pas la même chose qu'un menuisier. C'est pas la même chose qu'un opérateur en fabrication. Et donc cette variété de métiers, ils prennent du temps à s'apprendre et à être portés à un bon niveau d'excellence et de productivité. C'est vrai qu'on a un projet d'entreprise qui est beaucoup orienté autour de nos valeurs, autour du vivre ensemble, autour de nos relations, et donc on s'attache un peu aussi les uns aux autres. Donc c'est une famille, quoi. Voilà, on se réfère beaucoup à ça, donc ce côté société familiale par essence, de père en fils, et puis familiale dans son esprit. C'est quoi le plus grand défi auquel tu as pu être confronté en tant que dirigeant de la compagnie des ateliers? Il y en a plusieurs, il y en a toujours plein. Un des défis de ces dernières années, c'est la transmission. On n'en a pas beaucoup parlé avec mon père, mais il y a un peu tué le père, pour faire la psychologie de comptoir. Et en même temps, tout en continuant de bénéficier de cette expérience dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un défi, mais je pense qui est sur le point d'être relevé. Et puis le fait de piloter aussi une entreprise dans un moment comme celui ces dernières années, là, avec beaucoup d'incertitudes, de changements de repères, l'inflation, un climat politique un petit peu incertain. Voilà, donc faut arriver à rester optimiste, à croire, à investir, à embaucher. C'est ça, embaucher. Et puis dans des PME comme les nôtres, il y a aussi des notions de changement d'échelle et de le faire de manière pragmatique, tu vois, de pas se voir trop gros, trop vite, et en même temps de faire des investissements, notamment autour de profils humains qui peuvent venir aider à accompagner la structuration, le faire, voilà, tout ça au bon tempo. Ouais. Nous, l'ambition de la web-série, c'est de donner une vision du monde de demain. Ça serait quoi, toi, ton monde de demain? Belle question. Je pense que ce qu'on essaie de faire à la compagnie des ateliers, c'est de partager ensemble un projet ancré. Voilà, ancré, et que ça puisse permettre à tous nos collaborateurs d'être en lien avec des clients qui sont aussi ancrés chez eux, qu'on les aide à enchanter leur intérieur, et que ce faisant, on se développe les uns les autres humainement, et que chacun de nos collaborateurs puisse bien gagner sa vie. Je me dis, si notre société, elle peut permettre à 150 familles, 250 familles de bien vivre et de partager ensemble des belles valeurs, c'est une réussite déjà. Et si tu devais emmener un seul objet dans ce monde de demain, ça serait quoi? C'est-à-dire un objet d'aujourd'hui que j'emmène demain? Ce que tu veux. Il y a un livre que j'aime bien, qui est un livre un peu de développement personnel, qui s'appelle les 4 accords Toltec. Voilà. Je ne sais pas si tu connais, je trouve que il y a quelques principes de base qui, je pense, s'ils sont bien compris et approfondis, peuvent permettre de donner les clés d'une vie heureuse et grande. Très bonne réponse, merci. bravo pour tout ce que tu as entrepris et ce que vous avez créé repris et recréé avec ton papa. Merci. Et puis à bientôt. Ouais,
Merci pour l'accueil. On était très bien chez vous et chez nous aussi. Ça reste ici, ça, vous nous prêtez. Si tu veux. On en a encore un peu besoin. Merci Xenia. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.